Bonjour et bienvenue dans la chaîne Livre Géologie. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de cisaillement. Au sens large, un cisaillement est une coupure ou bien une rupture d'un matériau ou bien d'un objet en deux parties. Le mouvement le long d'une faille est un cisaillement concentré sur la surface de la faille, laquelle sépare deux blocs déplacés mais non déformés. Mais le cisaillement peut aussi être diffus et correspond à une zone épaisse. Exemple de cisaillement de la couverture, bien le cisaillement entre une couverture et un socle par exemple. De cette manière donc, on peut distinguer trois grandes catégories de zones de cisaillement. Le cisaillement fragile, le cisaillement fragile ductile et le cisaillement ductile. Alors, dans le cisaillement fragile et fragile ductile, le déplacement des blocs se fait par rupture le long d'une zone de discontinuité ou bien le long d'une surface de discontinuité. Par exemple ici, dans la zone fragile ductile, vous avez donc la zone de cisaillement ici. Au niveau de cette zone se créent des fentes de tension en échelon déformés. Dans le dernier cas, c'est-à-dire cisaillement ductile, le déplacement se fait sans rupture. Donc nous avons ici un déplacement des blocs, une déformation, mais sans rupture, sans cassure. Passons maintenant à voir les types de déformation. On est donc obligé de définir les types de déformation pour pouvoir parler des types de cisaillement associés aux déformations. Grosso modo, on peut distinguer deux grandes catégories, si vous voulez, de déformation. Vous avez la déformation discontinue, ou bien ce qu'on appelle la déformation issue d'une tectonique cassante. Vous avez ici l'objet initial, l'objet à l'état initial, et l'objet après la déformation discontinue. Alors nous remarquons que les points voisins avant la déformation sont distants après la déformation. C'est-à-dire, tout simplement, la déformation discontinue crée des discontinuités ou bien des surfaces ou bien des plans de discontinuité le long desquels vous avez un glissement et un déplacement des blocs. L'autre catégorie de déformation, c'est la déformation continue. Dans ce cas de déformation, les points voisins avant déformation sont encore voisins après déformation. Ça veut dire qu'il n'y a pas donc déplacement des blocs. Vous avez une déformation sans qu'il y ait déplacement donc des blocs. Alors dans cette catégorie de déformation continue, on peut distinguer une déformation continue homogène. Ici, donc là, les droites restent des droites, les parallèles restent des parallèles après la déformation. Une déformation hétérogène, une déformation continue hétérogène,
Dans ce cas de déformation, les droites et les parallèles, après et avant la déformation, elles changent de configuration. C'est-à-dire les droites deviennent des courbes et les parallèles ne restent pas parallèles, sont donc déformés. Donc dans ce cas de déformation continue hétérogène, c'est ce qu'on appelle tout simplement une déformation au sens strict, c'est ce qu'on appelle donc une distorsion. Alors, une déformation continue homogène, on peut la qualifier également donc de déformation coaxiale. Pourquoi? Parce que les axes de référence de l'objet demeurent parallèles, c'est-à-dire avant et après déformation. C'est pourquoi donc on parle d'une déformation coaxiale. Quand les axes changent de position, c'est-à-dire on aura donc une composante de rotation ici, un angle, l'angle oméga, donc c'est une composante de rotation qui s'ajoute à la déformation. Dans ce cas, les axes ne restent pas parallèles, ils vont subir donc une rotation et l'objet également va subir donc une distorsion. On parle donc d'une distorsion des axes. C'est ce qu'on qualifie donc de déformation non coaxiale. Alors ici, vous avez donc ces deux types donc de déformation. Vous avez ici l'objet à l'état initial et l'objet à l'état final, c'est-à-dire après déformation. Dans ce cas de déformation, les vecteurs de contrainte sigma 1, sigma 3 et sigma 2 sont généralement parallèles aux axes de déformation, c'est-à-dire x, y, z. C'est ce qu'on appelle donc une déformation coaxiale. Les vecteurs de contrainte sont plus ou moins parallèles aux axes de déformation et on parle ici donc d'un cisaillement pur. Deuxième exemple, c'est le cas d'une déformation non coaxiale. Ici, les vecteurs de contrainte généralement non parallèles aux axes de la déformation. C'est-à-dire, dans ce cas de déformation, on ne peut pas connaître exactement l'ellipsoïde des contraintes. C'est-à-dire l'orientation des vecteurs ne peut pas être connue avec précision. Alors qu'ici, généralement, on peut connaître facilement donc, et construire l'ellipsoïde des contraintes. Ici, donc, les vecteurs des contraintes ne sont pas parallèles aux axes de la déformation. Quelques exemples ici. Alors, par exemple, quand on est dans une région où vous avez un rift, ici, comme vous voyez ici, donc le rift au niveau de la lithosphère, vous avez une distension, un étirement. Donc ici, ce sont donc les failles normales qui vont se développer pour créer donc le rift et la dépression.
La même chose ici. On crée donc ici une dépression. Ici, on crée une dépression avec des Horst et des Graben. Et la même chose ici. Sauf ici, on est en période donc d'étirement, c'est-à-dire dans un contexte distensif. Ici, on est dans un contexte compressif. Mais ici, il s'agit donc d'un lift symétrique. Un lift symétrique, c'est-à-dire, il peut correspondre, si vous voulez, à une déformation coaxiale, avec ici donc la contrainte maximale sigma 1 verticale dans ce cas de figure, et la contrainte minimale sigma 3, elle est horizontale ici. Donc, on peut qualifier donc le mécanisme de la déformation comme un cisaillement pur dans les trois cas de figure. C'est-à-dire pour des phases distensives de rift et des phases de soulèvement, si vous voulez, des chaînes de montagnes, avec création toujours donc des Horst, des zones hautes, ce qu'on appelle des Horst. Donc les trois cas de figure peuvent être qualifiés ou bien peuvent être caractérisés par des mécanismes de cisaillement pur, c'est-à-dire il s'agit là donc d'une déformation coaxiale. Quand on a des blocs inclinés, ou bien ce qu'on peut appeler également des blocs basculés, dans ce cas, on peut remarquer qu'on a une rotation des axes des objets, donc il ne peut s'agir que d'une déformation non coaxiale qui s'est formée, par un mécanisme donc de cisaillement simple. La même chose pour les chevauchements. Toujours les objets ici déformés présentent des axes qui ne sont pas parallèles, ou bien des axes qui ont subi, si vous voulez, des rotations. Donc ici, la déformation, toujours, c'est une déformation non coaxiale et correspond donc à un cisaillement simple. Alors les exemples qu'on vient de voir, ce sont des exemples de déformation discontinue, ou bien c'est des déformations formées par la tectonique cassante. Dans le domaine de la tectonique ductile, bien déformation continue, on peut avoir également, par exemple, formation des plis. Ici, donc, vous avez donc une compression qui entraîne donc la formation d'ondulations symétriques qui correspondent bien sûr donc à des cisaillements, si vous voulez, des cisaillements purs. Donc ici également, on peut parler d'une déformation coaxiale. C'est généralement des cas de plis anisopaques qui présentent donc des plans de symétrie et par conséquent ici la rotation des objets est presque nulle ou bien absente. Tandis qu'ici par exemple, comme on peut le voir, ici vous avez donc des plissements qui ne sont pas symétriques, ils sont asymétriques. Donc ici le mécanisme ne peut être que cisaillement simple. Donc ici vous avez une rotation donc des objets. Donc il s'agit là d'une déformation non coaxiale. Et ça correspond généralement à des plis qu'on qualifie de plis semblables. Je vous remercie pour votre attention.